Bonjour à tous. C'est un plaisir de faire ce séminaire, de participer donc à ce séminaire dans le cadre du cours d'informatique quantique au Collège de France. Merci à Frédéric donc, de m'avoir proposé de faire un séminaire sur les langages graphiques en informatique quantique. Donc, alors, un langage graphique, c'est quoi? Vous avez, par exemple, vu des exemples. Un exemple particulier de langage graphique dans le cadre du cours, c'est le formalisme des circuits quantiques, qui permet de représenter avec un circuit, donc un dessin, une évolution quantique. Donc, un langage graphique, c'est ça. Il faut qu'il y ait un aspect graphique. Donc, ce n'est pas une description textuelle, c'est un dessin. Et il faut également que ce soit une description formelle, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement un croquis pour décrire pour accompagner un algorithme ou une description autre. Ça doit vraiment se suffire à soi-même et être une description d'une évolution quantique ou d'un autre phénomène, d'un algorithme, d'un protocole. Donc, c'est parfaitement le cas des circuits quantiques, où on a donc une représentation des évolutions quantiques avec des portes de base qui représentent des évolutions. Et à partir du moment où on connaît le comportement de chacune des portes, eh bien, on sait de quelle évolution quantique on est en train de parler. Donc, le formalisme des circuits quantiques, il est assez largement utilisé en informatique quantique. On le retrouve dans la description d'algorithmes, on le retrouve même par exemple, j'ai été voir sur Wikipédia, la description de l'algorithme de Grover. Eh bien, pour décrire l'algorithme de Grover sur Wikipédia, on retrouve un circuit quantique, avec quelques annotations supplémentaires, mais voilà, on va décrire avec un circuit quantique. C'est également le cas de l'algorithme de Shor, où on décrit la transformée de Fourier quantique en utilisant un circuit. Et voilà. Et donc, on retrouve ça dans beaucoup de descriptions d'algorithmes quantiques, ce qui n'est pas forcément évident a priori, puisque si on compare au cas classique, en informatique classique, on utilise finalement relativement peu les descriptions à base de circuits. Pour décrire un algorithme, on va préférer une description textuelle, alors qu'elle soit en langage naturel pour simplement décrire ce qu'on est en train de faire, peut-être en pseudocode ou carrément un morceau de code en Python ou en C, que sais-je. Mais en tout cas, on utilisera assez rarement le formalisme des circuits quantiques. Donc là, on voit une différence finalement entre les pratiques en informatique classique et puis ce qu'on fait en informatique quantique. Et donc, on va essayer de comprendre un petit peu pourquoi est-ce qu'on a ces différences. Alors, pourquoi est-ce qu'on a ces différences? Donc, on va regarder déjà, est-ce que ce n'est pas tout simplement pour des raisons historiques qu'on a des différences entre l'informatique classique et l'informatique quantique, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons à ça? Et puis, dans un deuxième temps, on verra bien à quoi servent ces langages graphiques, qu'est-ce que ça apporte d'avoir une description graphique en informatique quantique. Je prendrai quelques exemples pour illustrer ça. Et puis, on arrivera doucement vers la définition du ZX calcul, donc, qui est un exemple de langage graphique en informatique quantique, et qui, avec le formalisme des circuits quantiques, seront mes deux exemples principaux dont je vais parler aujourd'hui pour parler de langage graphique. Donc, il y a d'autres exemples, mais j'ai choisi de me focaliser sur ces deux-là. On verra ensuite les applications, à quoi ça peut servir en pratique, et puis je finirai par quelques extensions de choses dont je n'aurai pas eu le temps de parler. Alors, donc, tout d'abord, l'aspect historique. Si on regarde les tout premiers modèles de calcul quantique, le tout premier modèle de calcul quantique, si on fait vraiment de la préhistoire de l'informatique quantique, on se rend compte que c'est un modèle qui a été introduit par Deutsch en 1985. Et il s'agit en fait de machines de Turing quantiques. Donc, c'est un modèle qui est librement inspiré des machines introduites par Turing dans les années 30 et qui sont vraiment le socle de l'informatique moderne, de l'informatique théorique. Donc, il s'inspire de ça, il les généralise au cas quantique avec l'idée qu'une machine quantique, une machine de Turing quantique, c'est une machine qui va être en gros une superposition de machines de Turing classiques, ou en tout cas de configuration de machines de Turing classiques. Donc, c'est un modèle qui est vraiment de référence, c'est le premier modèle. Par exemple, Bernstein et Vazirani ont utilisé les machines de Turing quantique pour définir vraiment les fondements d'informatique quantique. Je pense en particulier à des définitions de classes de complexité, même d'algorithmes, en utilisant les machines de Turing quantique. Alors, ça reste un modèle qui est textuel, là, pour le coup, puisqu'on décrit en fait le fonctionnement d'une machine de Turing en décrivant la fonction de transition, donc comment réagit la machine suivant ce qui est écrit sur le ruban en entrée. Et il se trouve que c'est relativement difficile à manipuler, dans le sens où on va décrire cette fonction de transition, donc un petit peu comme dans le cas classique, mais en plus, on va rajouter pour chaque transition une amplitude, puisqu'on a cette idée de superposition d'évolution.
Et donc, on va on va rajouter comme ça des amplitudes pour chacune des transitions. Et le problème, c'est que assez rapidement, on va se retrouver à décrire un programme dont on n'est pas forcément sûr que ce soit un programme valide. Il faudra a posteriori vérifier que l'évolution qu'on décrit est bien une évolution quantique valide. Donc c'est assez difficile à manipuler. Et puis en plus, ce n'est pas forcément très réaliste parce que une machine comme ça qui évoluerait en superposition de plusieurs machines possibles avec une tête de lecture-écriture qui est en superposition, voilà. D'un point de vue physique, ce n'est pas forcément très réaliste. Alors, quelques années plus tard, Deutsch récidive avec cette fois-ci l'introduction des circuits quantiques tels que vous les avez vus en cours. Donc, l'idée, c'est qu'on a des fils qui représentent des qubits, des bits quantiques, et puis des portes. Chaque porte représente une évolution quantique particulière. Donc, ici, Hadamard, ici, le contrôle note, etc. Et puis, à partir de ces briques de base, ces portes, on va les composer pour construire un circuit. Et alors là, le gros avantage, c'est qu'on va obtenir quelque chose, une représentation qui est valide par construction. Comme chacune des portes est une évolution quantique valide, quand je les compose, j'obtiens globalement une évolution quantique valide. Donc ça, c'est beaucoup plus facile à manipuler que les machines de Turing quantiques. En plus, c'est un modèle qui est plus réaliste en termes d'implémentation. On voit qu'on a les qubits, qu'on va appliquer certaines opérations. Donc, il y a différentes manières d'implémenter l'ordinateur quantique. Donc, il peut y avoir différentes façons, mais c'est relativement réaliste quand on voit un circuit quantique d'imaginer comment est-ce qu'on va implémenter derrière cet algorithme. Et puis la bonne nouvelle, c'est que Yao a montré en 1993 qu'en fait ce modèle-là des circuits quantiques est en fait équivalent au modèle des machines de Turing quantique. Donc grâce à ça, on va pouvoir mettre de côté les machines de Turing quantique, les laisser pour les livres d'histoire sur l'informatique quantique et plutôt utiliser les circuits quantiques. En tout cas, c'est ce qui s'est passé dans les années qui ont suivi l'introduction des circuits quantiques. Donc, on voit qu'il y a un aspect un petit peu historique quand même, puisque c'est dans les tout premiers modèles, même si ce n'est pas le premier modèle de calcul quantique. Alors, si on regarde maintenant ce qui se passe depuis ces dernières années, où là, on a un changement quand même qui est assez important, c'est l'arrivée des premiers ordinateurs quantiques, ou en tout cas des premiers prototypes, qui font prendre conscience de l'importance de programmer un ordinateur quantique. Maintenant, mais dans la vraie vie, c'est-à-dire avoir vraiment des développeurs qui implémentent des algorithmes dans le but de les exécuter, donc vraiment faire des logiciels avec des bibliothèques, etc. Et donc, c'est ce que j'appellerais l'arrivée des langages modernes de programmation quantique. Alors, il y a différents langages qui ont été proposés, par exemple Kuiper, LNL, FPC, donc avec ce nom très difficile à retenir, à prononcer. Donc, ces deux-là sont des propositions plutôt académiques qui ont été développées en Amérique du Nord, mais on a la chance d'avoir des développeurs français quand même là-dedans. Par exemple, Benoît Valiron au LMF, au laboratoire de méthode formelle à Saclay, a participé au développement de Kuiper. Vladimir Zanziev à Nancy a participé au développement de LNL FPC. Et puis en plus de ça, on a aussi des propositions industrielles, donc Qiskit d'IBM, Cirq de Google, etc. Plusieurs propositions donc, de langage de programmation, je qualifierais de moderne pour l'ordinateur quantique. Alors comment ça fonctionne un langage de programmation moderne en quantique? Ce sont des langages qui s'appuient sur des langages classiques. Donc, dans le cas de Kuiper, c'est Haskell, qui est un langage de programmation classique assez connu, standard. Dans le cas de Qiskit et Cirq, ça s'appuie sur Python, qui est aussi un langage assez standard. Et donc, on va retrouver, ici, j'ai pris Kuiper, donc on va retrouver la description d'un programme qui ressemble finalement à un programme classique. On va simplement voir apparaître des primitives quantiques à l'intérieur. Donc ici, Hadamard, Hadamard sur A, donc on va appliquer Hadamard sur un certain qubit, encore Hadamard, contrôle note. Donc on voit qu'on a des primitives quantiques qu'on met au milieu de notre code qui est essentiellement classique. Alors ici, ce bout de programme que j'ai choisi, il est en train de décrire en fait l'opération suivante. Je peux le représenter de façon équivalente avec un circuit. J'ai deux qubits. Dans le programme, il s'appelle A et B. J'applique Hadamard sur le premier qubit, Hadamard sur le second, et puis je fais une opération de type contrôle note sur les deux qubits. Voilà, donc là, j'ai un circuit qui est équivalent à mon programme. Mais en fait, j'ai un peu plus que ça, parce que si on regarde de près ce circuit, et notamment ici la description de la fonction que je suis en train de décrire, dont je suis en train de parler, on se rend compte en fait que le résultat de cette fonction, c'est un circuit. C'est-à-dire que là, on voit, c'est un circuit sur deux qubits.
Donc en fait, le dessin que j'ai dessiné ici, le circuit, c'est le résultat de cette fonction. Quand on exécute cette fonction produit un circuit. Donc en fait, des langages, et c'est le cas en fait de la plupart des langages de programmation quantique, ce sont des langages de description de circuit. C'est une façon de décrire un circuit, et ce circuit ensuite sera implémenté sur l'ordinateur quantique. Alors pourquoi est-ce qu'on utilise des langages de description de circuit et pas directement des circuits? L'idée, c'est que ça va nous permettre plus de souplesse pour décrire les circuits, surtout s'ils ont pas mal de structures qui se répètent, par exemple. Ici, j'ai un deuxième exemple de programme qui, en fait, fait plusieurs appels au premier programme. Le premier programme, il s'appelle MyCirc. Et ici, on voit plusieurs appels à ce programme, ce qui permet, en fait, de décrire un circuit où on retrouve le petit circuit à plusieurs endroits et donc, comme ça, de définir sans avoir à décrire porte par porte le circuit. Donc, si on a de la structure, c'est plus facile de manipuler les circuits à l'aide de ces langages. Donc ici, je vous donne un exemple d'un programme qui construit un circuit un peu plus gros. Okay, on voit encore qu'il y a certaines répétitions, il y a une structure dans ce programme. Et puis là, un circuit encore plus gros qui ne tient pas en fait sur mon transparent. Ok, donc les langages de programmation moderne, finalement, c'est une façon différente de programmer, mais ça reste finalement de la description de circuits. Donc on voit que les circuits sont pas très loin finalement. Alors ici, jusqu'à présent, je vous ai parlé des circuits quantiques parce que c'est le modèle que vous avez vu en cours, mais il existe d'autres langages graphiques en informatique quantique. Alors de différentes natures, par exemple, on peut citer le formalisme des états graphes, des graph states. Donc ici, l'objectif est un petit peu différent. L'objectif, ce n'est pas de décrire des évolutions quantiques, mais de décrire directement des états quantiques en utilisant des graphes. Donc un graphe où chaque sommet va représenter un bit quantique, un qubit, et où les arêtes vont intuitivement représenter l'intrication, cette corrélation forte qui n'a pas d'équivalent classique, et qu'on peut représenter donc dans ce formalisme en utilisant simplement une arête. Ça va décrire un état quantique bien particulier. Donc, le formalisme des graph states a plusieurs applications. C'est une façon d'étudier l'intrication déjà en soi, notamment dans le cas où on a plus que 2 qubits. Mais c'est aussi utilisé dans le modèle de calcul quantique qui s'appelle MBQC, donc un modèle de calcul à base de mesures. C'est une ressource du calcul dans ce cas-là. C'est utilisé également dans des protocoles de cryptographie quantique, comme le partage de secrets en utilisant des graph states. C'est un protocole qui a été introduit par Damian Markham au LIPSIS, donc il y a un laboratoire parisien, et Barry Sanders à Calgary. C'est un protocole qui utilise donc les graph states pour faire du partage de secrets. Puis il y a d'autres exemples de protocoles, comme par exemple le calcul quantique à l'aveugle, qui utilise des graph states. Et je pense que Elham Kashefi aura l'occasion, lors du dernier séminaire de ce cours, de revenir sur ce formalisme. Alors, c'est un formalisme que j'aime beaucoup. Malheureusement, je n'aurai pas forcément le temps de parler beaucoup plus que ça des graph states dans ce séminaire. Alors, un autre formalisme graphique en informatique quantique, c'est le ZX calcul. Alors, c'est une extension des circuits quantiques. C'est un petit peu la version 2.0 des circuits quantiques, si vous voulez. Ça permet de représenter des évolutions quantiques, mais aussi des états quantiques. Et j'aurai l'occasion de revenir sur le ZX calcul dans ce séminaire. Et puis pour finir, j'ai choisi une autre présentation inspirée de l'optique. Par exemple, vous avez eu l'occasion, je pense, dans le séminaire de Eleni Diamenti, de voir des représentations de circuits optiques, de description d'implémentation optique, qui ne sont pas forcément directement équivalentes aux circuits quantiques. Par exemple, on a l'utilisation de lames semi-réfléchissantes où un photon va être réfléchi ou va être traversé l'appareil, et donc on va obtenir des évolutions un peu différentes. Et donc, on a également des langages de programmation, des langages graphiques formels qui permettent de décrire ce genre de calcul quantique. OK, donc on a vu que en informatique quantique, on utilise beaucoup de langages graphiques, les circuits quantiques, mais il n'y a pas que ce formalisme, il existe d'autres. Donc maintenant, on va essayer de voir pourquoi finalement est-ce qu'on utilise des langages graphiques en informatique quantique. Et pour ça, j'ai pris 3 exemples. 3 exemples que je qualifierais je les ai choisis car ils sont un petit peu contre-intuitifs et contraignants. Alors pourquoi contre-intuitif? La téléportation, ce n'est pas forcément très intuitif. D'ailleurs, les auteurs de ce protocole lui ont donné un nom qui vient de la science-fiction, donc je pense que ça veut dire que ce n'est pas forcément très intuitif. On va voir qu'en utilisant des représentations graphiques adaptées, on arrive à avoir peut-être un peu plus d'intuition sur ce protocole.
Et puis des exemples de choses contraignantes. Alors le no-cloning, c'est pareil, c'est quelque chose que vous avez vu en cours. Ça veut dire qu'on ne peut pas dupliquer des variables quantiques. Alors ça, d'un point de vue de la programmation de l'ordinateur quantique, c'est assez contraignant, puisque en informatique classique, on passe son temps à dupliquer des variables. Et donc si on ne peut plus faire ça, il faut changer la façon de programmer. Mais ici, je vais essayer de voir ça. OK, c'est une contrainte, mais on va essayer de voir quand même ce qu'on est capable de faire, okay, pour essayer de retourner ça de façon un peu plus positive. D'accord, on ne peut pas cloner des variables, mais qu'est-ce qu'on est capable de faire? Et voilà, de retourner un petit peu les choses. La même chose sur le principe d'incertitude d'Heisenberg, que je vais évoquer très rapidement, et qui dit que quand on a des propriétés qui sont complémentaires, eh bien, on ne peut pas y accéder en même temps, avec une infinie précision. Donc, l'exemple typique, c'est une particule dont on ne peut pas connaître en même temps, avec une infinie précision, à la fois sa position et sa quantité d'énergie, parce que ces deux quantités-là sont complémentaires. Et on va voir que cette notion de complémentarité, donc ici, le principe d'incertitude, on la voit de façon négative, ce qu'on ne peut pas faire. On va essayer de retourner un petit peu le problème pour voir de façon plus positive, plus constructive, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ces bases complémentaires. Alors, allons-y. Donc, commençons par la téléportation. Donc, la téléportation, vous avez eu l'occasion de la voir dans le cours et puis également dans le séminaire d'Eleni Diamanti. Donc, je vais aller un petit peu rapidement sur la description. Je vais quand même reprendre les grandes lignes. Donc, on a deux protagonistes, Alice et Bob, qui souhaitent donc échanger de l'information, en tout cas se transférer un qubit. Donc, au départ, Alice et Bob sont au même endroit et décident de se partager un état intriqué qu'on appelle EPR, pour Einstein, Podolsky et Rosen, donc qui est l'état quantique suivant, 0, 0 plus 1, 1 sur racine de 2. Donc c'est un état sur 2 qubits que je vais représenter pour l'instant par cette boîte, qui représente en fait la préparation de l'état. Et puis donc à la sortie de la boîte, on a 2 qubits. Un qubit du côté de Bob, un qubit du côté d'Alice. Bob décide de partir avec le qubit assez loin d'Alice, il part, je ne sais pas, sur la Lune ou sur Mars. Et puis Alice, elle, reste avec ce qubit-là, et puis récupère un deuxième qubit dans un état inconnu, phi, et souhaite transférer cet état phi directement à Bob. Alors comment on fait ça? On fait un certain nombre d'opérations qu'on appelle une mesure de Bell. On peut décrire ça par une mesure de Bell. Donc une opération qui agit sur 2 qubits et qui va donc mesurer les 2 qubits, donc les détruire, et on va obtenir comme ça un résultat classique, le résultat de la mesure. Alors ici, comme c'est mon premier exemple, je vais supposer que je suis chanceux, je vais simplifier un petit peu les choses, je vais supposer que le résultat de cette mesure, c'est 0. Et donc comme ça, c'est ce qu'on appelle une mesure de Bell post-sélectionnée. J'ai de la chance, j'obtiens toujours 0 quand je fais cette mesure. C'est une supposition que j'ai, et ça va me simplifier la vie, puisque quand le résultat de cette mesure est 0, je n'ai pas besoin de faire de correction du côté de Bob. Alors, je pourrais faire le cas général, mais là, c'est plus simple de faire ce cas-là. OK, donc on a ici la téléportation, et donc à partir du moment où Alice fait cette mesure, l'état, et qu'en plus on suppose qu'on a obtenu le bon résultat, l'état phi se retrouve téléporté chez Bob. Alors, moi, ce protocole, j'ai envie de le décorer, de le décrire un petit peu différemment, et notamment ici cet état EPR. Ici, pour l'instant, j'ai laissé une boîte blanche. Alors, qu'est-ce que je peux mettre dans cette boîte pour le décrire de façon un peu plus intuitive? Cet état, cette propriété, c'est qu'il est intriqué. Okay, c'est la propriété fondamentale pour ce protocole. On a de l'intrication ici entre les 2 qubits. Ça, j'ai envie de le représenter par un fil qui relie finalement les 2 qubits, pour dire intuitivement, simplement, ces 2 qubits-là, ils sont intriqués, je mets un fil entre les deux. Puis en fait, je suis assez content de ma représentation, donc je vais même enlever la boîte pour garder que le fil qui relie les 2 sorties. Okay, bon, c'est juste une notation pour l'instant. Okay, de la même façon, la mesure de Bell, comme c'est un petit peu l'opération duale complémentaire de l'état EPR, je vais utiliser la même notation. Je vais prendre un fil qui relie les 2 entrées cette fois-ci. Je vais même enlever la boîte autour. Et je vais me retrouver avec cette description-là de la téléportation. Et là, c'est assez naturel de dire que, en fait, on peut tirer sur le fil. Et puis, finalement, la téléportation, c'est rien d'autre que l'identité. Et donc, naturellement, l'état qui, au départ, était chez Alice va se retrouver chez Bob. Okay, donc, le message, c'est qu'on peut tirer sur les fils quand on fait de la téléportation. Alors, donc, c'est quoi le message justement de cet exemple? En fait, l'idée, c'est pas de dire que la téléportation, c'est quelque chose de trivial. L'idée, c'est plutôt de dire que le choix de ma représentation ici, qui peut paraître arbitraire au départ, de décider de mettre un fil entre les 2 qubits d'un état EPR, en fait, ce choix
a priori arbitraire, il est en fait validé par la téléportation. Le fait qu'on a un protocole de téléportation, ça valide ce choix graphique et ça dit, en fait, OK, je peux tirer sur les fils et donc c'est un choix cohérent avec donc ce qui se passe dans le cadre de la téléportation. Par exemple, je ne peux pas faire la même chose en classique, parce qu'en classique, je ne vais pas avoir de téléportation, donc je n'ai rien qui va me permettre de tirer sur les fils comme ça. Ok, donc ça, c'est un premier exemple de choses qu'on peut faire avec les représentations graphiques, qui peuvent donner un petit peu plus d'intuition sur ce qui se passe en quantique. Un deuxième exemple, c'est le no-cloning, donc ce résultat contraignant qui nous dit il n'existe pas de boîte quantique, telle que si je mets n'importe quel état phi en entrée, je vais récupérer 2 copies de phi en sortie. C'est impossible, c'est interdit, vous l'avez vu en cours, je pense que vous avez vu la preuve. C'est vraiment pas possible. Alors, comme j'ai un peu la tête dure, je vais quand même essayer de le faire. Okay, je vais essayer de faire un petit bout de circuit pour voir si j'arrive à faire ce cloning, cette duplication d'états quantiques. Alors, donc, ce petit bout de circuit, c'est quoi? C'est je rajoute un qubit dans un état auxiliaire, 0, et puis je vais prendre le qubit en entrée, je vais appliquer un contrôle note entre les 2 qubits, et puis je vais voir ce que j'obtiens en sortie. Alors ça marche plutôt bien parce que si je mets 0 en entrée, là j'ai un contrôle note, donc le qubit de contrôle est à 0, donc il ne va rien se passer sur le deuxième qubit, et donc en sortie, je vais obtenir exactement 0, 0. Okay. Si j'ai 1, ça se passe également bien, puisque 1, maintenant le qubit de contrôle est à 1, donc je vais appliquer une négation sur le deuxième qubit qui va passer dans l'état 1, le premier qubit va rester dans l'état 1, et je vais obtenir 1, 1. Donc finalement, j'ai réussi à dupliquer ici mon entrée. Si j'ai 0, j'obtiens 0, 0. Si j'ai 1, j'obtiens 1, 1. Alors, ce succès-là, il est à relativiser, puisque à partir du moment où mon entrée est en fait une superposition non triviale de 0 et de 1, en fait, ça ne va plus marcher. C'est-à-dire que produit ce petit bout de circuit si mon entrée, c'est par exemple la superposition de 0 et de 1 ? Par linéarité, je vais obtenir la superposition des deux résultats 0 et 1. Donc, quand j'ai 0 en entrée, j'obtiens 0, 0. Quand j'ai 1 en entrée, j'obtiens 1, 1. Donc, ici, par linéarité, le résultat que j'obtiens, c'est 0, 0 plus 1, 1 sur racine de 2. Donc, encore une fois, cet état intriqué qu'on voit apparaître, l'état EPR. Et comme il est intriqué, il est clairement différent de 2 copies de l'état de départ. Okay, donc, là, ça ne fonctionne plus. Donc, en fait, j'ai essayé, mais j'ai échoué, bien sûr, puisque ce n'est pas possible de faire du cloning. Mais j'ai quand même réussi à obtenir un petit bout de circuit qui me permet de copier deux états particuliers, 0 et 1, les états classiques, et en fait, aucun autre état. Ces deux états-là sont copiés, mais pas les autres. Et ça, je trouve cette propriété-là assez intéressante. Donc, en fait, ce petit bout de circuit, je vais lui donner une représentation bien particulière. Je vais le représenter donc avec ce dessin-là, avec une entrée et 2 sorties. Et puis, je vais mettre un point vert ici pour signifier que je suis en train de faire une copie de la base standard. Il n'y a que les états 0 et 1 de la base standard qui sont copiés. Et je vais noter ça en vert. Je vais appeler ça la copie dans la base standard. Okay, donc, on ne peut pas cloner, mais on peut quand même copier une base. Donc, si je fais un petit peu le bilan de ce que j'ai pour l'instant comme dans ma trousse à outils, j'ai une copie dans la base standard, j'ai mon état EPR que j'ai représenté par un fil recourbé, j'ai la mesure de Bell post-sélectionnée, chanceuse, que j'ai représentée par un fil dans l'autre sens. Et à partir de là, je peux commencer à jouer avec ces primitives. Je peux, par exemple, faire ce type de circuit, enfin ce type de diagramme. Je vais plutôt appeler ça des diagrammes. J'ai 2 entrées, 3 sorties, et je compose ces primitives. Je peux également faire celui-ci, qui est un peu plus compliqué, avec un fil ici qui se replie sur lui-même, par exemple. Et là, il se passe un truc assez intéressant, c'est qu'en fait, j'ai une propriété qui me dit que tous ces diagrammes-là, en fait, sont équivalents. À partir du moment où j'ai le même nombre d'entrées et de sorties, d'entrées-sorties, et que les diagrammes sont connexes, donc ça, c'est une petite propriété technique pour dire que je ne peux pas les découper en 2 diagrammes indépendants, eh bien, en fait, ils vont tous être égaux. Quelle que soit la façon d'implémenter à l'intérieur avec ces primitives mon petit bout de circuit ou de diagramme, je vais obtenir des évolutions qui sont équivalentes. Donc, en particulier, dans mes exemples ici, j'ai 2 entrées, 3 sorties. C'est la même chose ici, 2 entrées, 3 sorties. Les diagrammes sont bien connexes et donc ils sont égaux, d'après la propriété. Et donc, j'ai une structure qui est très souple, puisqu'en fait, peu importe ce qui se passe à l'intérieur de la boîte, la façon dont je connecte les entrées aux sorties, mais en fait, si je le fais avec ces primitives-là, ça va être des façons équivalentes de le faire. Alors ça me donne envie d'utiliser justement une nouvelle notation et de dire, comme ce qui se passe à l'intérieur de la boîte, finalement, m'importe peu, parce que c'est tout le temps équivalent,
je vais juste utiliser un point vert pour dire qu'à l'intérieur, j'ai des copies vertes et des choses comme ça, avec le bon nombre d'entrées et de sorties, et peu importe la façon dont c'est implémenté concrètement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un spider, ou araignée en français. Je ne sais pas si j'utiliserai le mot araignée. Voilà, avec un certain nombre d'entrées et de sorties. Et ces araignées, ces spiders, vérifient des propriétés. Par exemple, si je prends deux araignées et que je les connecte entre elles, je vais pouvoir les fusionner. C'est toujours en application de la propriété précédente. De la même manière, si je fais une copie et que je décide d'effacer une des deux copies en utilisant un point vert avec une entrée et 0 sortie, eh bien, en fait, ça va effectivement effacer une des deux copies et je vais me récupérer l'identité. Et ça marche pour les états de base, mais en fait pour n'importe quel état. Même si au départ j'ai un état superposé, je vais obtenir ce résultat. De la même manière, si je commence à faire une copie et puis que je retourne une des sorties en une entrée, je vais obtenir le circuit enfin le diagramme qui a deux entrées et une sortie. Okay, donc j'ai cette structure-là. À partir de la copie verte, j'ai construit comme ça des spiders, des points verts qui vérifient des propriétés intéressantes que je peux déformer à souhait, que je peux fusionner quand ils sont connectés. Alors, ce que j'ai fait avec la base standard, en définissant la copie verte, je peux bien entendu faire la même chose avec une autre base, en choisissant une autre base. Par exemple, la base rouge, la base diagonale, que vous avez vu, par exemple, dans le protocole BB84, dans la distribution de clés quantiques, on utilise ces deux bases, la base verte et la base rouge, la base standard et la base diagonale. Je peux définir une copie dans cette base que je vais représenter en rouge, donc qui copie les états plus et moins, et qui ne va pas copier les autres états, en fait. On copie uniquement les états d'une base. Donc, de la même manière, c'est très symétrique. Ce point rouge, il va vérifier exactement les mêmes propriétés que le point vert. Par exemple, si je relie deux araignées rouges entre elles, je vais pouvoir les fusionner. Voilà. Alors, on peut faire ça avec n'importe quelle base. On part de n'importe quelle base, on définit la copie correspondante et on construit comme ça des spiders de cette couleur-là. Alors ici, le choix des deux bases, la verte et la rouge, ce n'est pas des choix arbitraires. Ces deux bases-là, elles ont la propriété d'être complémentaires. C'est-à-dire, en gros, elles sont tournées de 45 degrés de l'une par rapport à l'autre. En tout cas, c'est dans cette représentation-là. Dans ma représentation graphique, le fait qu'elles soient complémentaires, en fait, ça correspond exactement à ces deux équations-là, qui décrivent comment est-ce que finalement la base rouge et la base verte interagissent. Si elles interagissent de la façon suivante, donc si en fait la copie verte copie les points rouges, donc si j'arrive avec un point rouge ici, que je le branche sur une copie verte, je vais obtenir deux points rouges, et que je vérifie également cette propriété-là qui s'appelle une bigèbre, qui est essentiellement une propriété de commutation d'échange, c'est-à-dire que ici, je commence par faire des copies vertes, et puis là, je fais le dual, l'inverse de la copie, que j'appelle parfois cocopie, rouge, donc avec deux entrées et une sortie. Eh bien ça, je peux faire les opérations dans l'autre sens, faire d'abord la cocopie rouge, puis la copie verte, et en fait, ça sera la même chose. C'est une propriété de bigèbre. Et en fait, on a une propriété intéressante qui est que si vous partez de n'importe quelle paire de bases, si jamais ces deux bases interagissent de cette façon-là, eh bien, ça veut dire qu'elles sont complémentaires. Et ça donne un aspect beaucoup plus constructif à la notion de complémentarité, puisque ça nous donne des équations avec lesquelles on va pouvoir travailler. Je rappelle ici le principe d'incertitude qui, lui, nous disait que si des bases sont complémentaires, ça nous dit que certaines propriétés, on ne va pas pouvoir y accéder en même temps. Ici, on est plus constructif que ça. OK. Donc, on est prêt maintenant pour parler du ZX calcul. Alors, c'est quoi le ZX calcul? C'est un langage graphique donc, qui a été introduit par Bob Kuke et Ross Duncan en 2008, qui est en fait une extension directe de ce dont je viens de vous parler. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, on va prendre des spiders, des araignées comme ça, on va simplement rajouter des angles, on va les décorer avec des angles, des nombres réels, alpha, qui vont permettre, en fait, qu'est-ce que ça va changer? Si l'entrée est 0, ça ne change rien. En revanche, si l'entrée est 1, on va se retrouver avec des 1 en sortie, comme dans le cas des spiders sans décoration, mais avec en plus un nombre complexe, ici, un nombre complexe supplémentaire, qui va dépendre de l'angle alpha. Donc en particulier, si cet angle alpha est 0, on retombe sur le spider sans décoration qu'on avait vu précédemment. Alors c'est la même chose avec spider rouge, on rajoute un angle qui va nous rajouter un nombre complexe ici.
Alors, ce n'est pas indispensable, mais c'est pratique d'avoir aussi une transformation d'Adamar dans ce langage. Je vais représenter avec un petit carré jaune qui permet de faire le changement de base entre ma base verte et rouge. Donc, là, on voit l'état 0 sur l'état plus et inversement, et j'envoie l'état 1 sur l'état moins et inversement. Et puis, j'ai toujours mon état EPR et ma mesure de Bell post-sélectionnée que je représente avec ces fils-là. Et donc, un diagramme du ZX, eh bien, c'est n'importe quelle composition, n'importe quel diagramme construit à partir de ces générateurs. Donc, ici, vous avez un exemple. Alors, ce qui est intéressant avec les diagrammes du ZX, c'est que c'est un langage, un formalisme qui est universel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire universel? En fait, toute évolution quantique, qu'elle soit post-sélectionnée ou non, peut être représentée dans ce formalisme. Donc, dit en termes de matrice, ici, on va pouvoir représenter n'importe quelle matrice complexe, à condition que les dimensions soient des puissances de 2, là où les circuits quantiques ne permettent de représenter que les évolutions quantiques valides, et pas les évolutions quantiques post-sélectionnées. Donc, on a un formalisme qui est strictement plus expressif que les circuits quantiques. Voilà. On peut représenter n'importe quelle évolution quantique post-sélectionnée en utilisant les ZX. OK. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on peut bien transformer, modifier ces diagrammes? On a toujours la propriété de la téléportation. On peut toujours tirer sur les fils. On peut même, dans ce cas-là, quand on a une paire EPR, si on échange les deux qubits, en fait, on ne fait rien puisque les deux qubits jouent le même rôle. Donc, on a cette propriété-là qu'on peut également interpréter comme tirer sur les fils. Et puis, plus généralement, on a un résultat intéressant qui nous dit que dans ce formalisme, seule la connectivité compte. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est comment sont connectés les sommets rouges et verts. Ce n'est pas vraiment leur disposition dans l'espace. Par exemple, ici, si je prends cet exemple où j'ai d'abord une copie verte suivie d'une cocopie rouge, donc l'inverse de la copie rouge, si vous voulez, eh bien, ça, c'est la même chose que de faire d'abord la copie rouge, puis une cocopie verte. Parce que la connectivité est la même. En déplaçant les sommets dans l'espace, je vais passer de l'un à l'autre. De la même façon, si je décide de faire une copie verte, une copie rouge et une mesure de Bell, eh bien, j'obtiendrai la même chose. Okay, donc, ce formalisme, il est très souple. Je peux déformer les diagrammes comme je veux et toujours représenter la même évolution globale. Et donc, dans ce cas particulier, avec un point rouge et un point vert, ça me donne envie d'utiliser en fait une notation où je vais même mettre un fil verticalement. A priori, ça n'a pas de sens au départ, mais comme de toute façon que je l'interprète comme ceci ou comme cela, c'est la même chose, il n'y a pas d'ambiguïté à utiliser un fil vertical. Voilà, donc les diagrammes du ZX sont des choses qu'on peut déformer à souhait. Ici, j'ai pris un exemple, je suis parti de ce diagramme. J'ai bougé un petit peu les sommets dans tous les sens et j'ai obtenu celui-ci. Ils sont équivalents, ils représentent la même évolution quantique. Alors, on peut déformer les diagrammes, mais on peut faire d'autres choses, on peut les transformer. Donc, on a vu précédemment que les spiders, on pouvait les fusionner. Ça, on a toujours la même propriété. Alors, maintenant, on a des décorations sur les spiders, on a des angles. Donc, quand on va fusionner en fait, les spiders, on va additionner les angles. Mais c'est une généralisation de la règle qu'on avait vue avant. On peut utiliser Hadamard pour changer de base, donc ça veut dire passer de la base standard d'un spider vert à un spider rouge. Puis voilà, on a quelques autres propriétés. Ici, on reconnaît les propriétés de bigèbre et de copie, donc qui disent que nos deux bases sont complémentaires. Donc voilà, donc en gros, ce sont les équations qui ont été introduites par Bob Kuke et Ross Duncan quand ils ont introduit le langage. Ils ont dit, voilà, on peut librement transformer le diagramme en utilisant ces équations sans changer l'évolution quantique qui est représentée par ces diagrammes. C'est quelque chose qui préserve la sémantique, qui préserve le sens des diagrammes. Donc la question naturelle quand on a un système de réécriture comme celui-ci, une théorie équationnelle, c'est de se poser la question, est-ce que ces équations sont complètes? Est-ce que cette théorie équationnelle est complète? Alors ça veut dire quoi la complétude? Ça veut dire que toutes les équations possibles, toutes les équations vraies, d'un point de vue implémentation, eh bien, vont être dérivables en utilisant ces règles de calcul. Dit autrement, si je prends deux diagrammes qui représentent la même évolution quantique, s'ils représentent la même évolution quantique et que mon formalisme est complet, je vais être capable de passer de l'un à l'autre en utilisant les règles du langage. Donc ça, c'est une question qui est assez compliquée en général, et donc elle a été laissée comme une question ouverte dans le papier original. Et il y a eu pas mal de travaux dans la suite pour essayer de savoir si
eh bien, ces équations-là sont complètes. Est-ce qu'on a vraiment toutes les équations ou est-ce qu'il faut rajouter des nouvelles équations pour obtenir un langage pour le quantique? Alors, il y a eu différents résultats de complétude et d'incomplétude sur le ZX calcul. Je vais retracer ici quelques résultats, quelques-uns de ces résultats. Donc, tout d'abord, des résultats négatifs d'incomplétude. Un résultat qu'on a obtenu assez rapidement, on va dire que c'était un problème de jeunesse du langage avec Ross Duncan. On a montré qu'il manquait une équation, que cette équation assez naturelle qui est que la décomposition, que Hadamard peut se décomposer en 3 rotations de base, et en fait, elle n'était pas dans le langage. Donc, certes, elle n'était pas dans le langage. Après, pour dire qu'elle est nécessaire, il faut arriver à démontrer qu'on n'arrive pas, en utilisant les autres règles, à dériver celle-ci. Okay, donc, c'est un petit peu technique. Dans le cadre de cet exemple-là, ce n'est pas très compliqué. Donc, voilà. Et donc, c'est un patch qu'on rajoute en fait au langage. Et donc, maintenant, le langage, c'est les équations qu'on a vues précédemment, plus cette équation-là. Un peu plus tard, avec Arnie Wang, on a montré que la supplémentarité, qui est cette propriété-là, était également nécessaire aux ZX calculs. Donc, ne pouvait pas être déduite des autres règles. Alors, la supplémentarité, c'est quoi? L'idée, c'est qu'on a ces 2 sommets-là décorés avec des angles qui sont décalés de pi, donc alpha moins pi sur 2 et alpha plus pi sur 2. S'ils sont de degré 1 et connectés à un même sommet, eh bien, on va pouvoir les fusionner et additionner les angles. Voilà, c'est une propriété qui s'appelle la supplémentarité. C'était une propriété qui était un petit peu dans un candidat à l'incomplétude du langage, mais il fallait arriver à montrer ça. Donc, il faut arriver à montrer et trouver un argument pour dire que cette équation-là ne se dérive pas des autres. Et donc, en gros, l'idée, c'est qu'il faut trouver une interprétation alternative des diagrammes, éventuellement complètement différente de la mécanique quantique, trouver une autre interprétation où toutes les autres équations sont vraies et celle-ci est fausse. En gros, c'est l'idée de la technique de preuve. Et dans ce cas-là, c'était un petit peu technique. Bon, c'est donner une preuve un peu technique. Voilà, donc ça, c'est les résultats plutôt négatifs où on met le doigt sur une équation qui n'est pas dans le langage et du coup, on la rajoute. Maintenant, les résultats de complétude, eh bien, les résultats de complétude, on a un premier résultat de complétude de Miriam Beckens qui montre que le ZX pi sur 2 est complet. Alors, c'est quoi le ZX pi sur 2? En fait, pi sur 2 veut dire qu'en fait, on fait une restriction sur les angles, les paramètres qu'on utilise dans le langage. On va se restreindre à des angles qui sont des multiples de pi sur 2, donc 0, pi sur 2, pi, etc. Et donc, ça diminue grandement l'expressivité du langage. Et en l'occurrence, on ne peut plus représenter toutes les évolutions quantiques, on peut seulement représenter les évolutions stabilisables, ou Clifford, le fragment Clifford de la mécanique quantique. Alors, c'est un fragment qui est intéressant, mais qui n'est pas universel. On ne peut pas représenter ou même approcher n'importe quelle évolution quantique dans ce fragment. Donc, c'est un résultat intéressant d'avoir la complétude sur ce fragment-là, mais ce n'est pas satisfaisant puisque c'est un fragment qui n'est pas universel. Il est même possible de le simuler efficacement sur un ordinateur classique. Donc, il faut essayer d'aller plus loin que ça. Donc, quelques années plus tard, on a montré avec Renaud Vimard, qui était à l'époque en thèse et que je encadrais avec Emmanuel Jandel, on a montré la complétude cette fois-ci pour ZX pi sur 4. Donc maintenant, les angles sont des multiples de pi sur 4. Donc on est passé de pi sur 2 à pi sur 4. Bon, ça peut paraître anecdotique, mais en fait, ça ne l'est pas, puisque quand on a ZX pi sur 4, maintenant, on se retrouve avec un fragment de la mécanique quantique qui est universel. Ça correspond au fragment Clifford plus T de la mécanique quantique. Et en fait, ça permet d'approximer n'importe quelle évolution quantique. C'est le fragment qui est utilisé par les informaticiens. C'est même parfois plus facile de travailler avec ce fragment-là plutôt que de travailler avec des angles quelconques, parce qu'en informatique, il y a toujours le problème de la représentation des réels arbitraires. C'est souvent plus facile de travailler avec un fragment universel, approximativement universel comme celui-ci. Donc, on a montré la complétude pour ce fragment-là. C'est assez intéressant parce que en fait, c'était le premier résultat de complétude pour un langage graphique. Donc, pour le ZX, mais plus généralement pour un langage graphique universel. À titre de comparaison, en fait, encore aujourd'hui, si je prends les circuits quantiques, il n'existe pas de résultat de complétude pour un fragment universel des circuits quantiques. Donc là, il y a un avantage compétitif entre le ZX et les circuits quantiques. Ok, donc ce résultat, il a été amélioré en fait par le groupe d'Oxford qui a montré un peu plus tard que en fait, le ZX est complet en général. Ils ont réussi à étendre la preuve au cas général, donc sans contrainte sur les angles.
Donc l'axiomatisation, la théorie équationnelle donnée par les auteurs de ce papier à Oxford, Amar Adi Hasanovich, Kangfang Enji et Arnie Wang, elle est intéressante, mais elle était très compliquée. Il y avait beaucoup de règles, et Renaud Villemard a simplifié cette axiomatisation et a montré que l'axiomatisation suivante, qui est sans doute optimale, on voit difficilement quelle règle est superflue là-dedans, est complète pour le ZX calcul. Donc c'est vraiment un résultat de référence qui clôt un petit peu la question de la complétude du ZX. Maintenant, on sait qu'on a un langage très complet avec une axiomatisation qui est relativement raisonnable. OK, donc on a notre langage qui a cette propriété intéressante d'être complet. Donc ça veut dire qu'en fait, on peut manipuler les diagrammes, complètement oublier les matrices qui sont derrière et directement manipuler les diagrammes. Tout ce qui est prouvable va être prouvable en utilisant les règles de ce langage. Alors, comme le résultat de Renaud Villemard clôt un petit peu la question de la complétude, on va passer maintenant aux applications du ZX. Et c'est un petit peu à l'heure actuelle là où les gens regardent, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire avec ce langage. Et alors, il y a plusieurs applications possibles du ZX Calcul. Le ZX Calcul peut être utilisé, par exemple, a déjà été utilisé pour prouver des propriétés sur des protocoles, par exemple sur le partage de secrets, je l'avais évoqué tout à l'heure. On peut prouver des choses en utilisant ce formalisme. Ça a des applications un petit peu exotiques, comme par exemple, c'est utilisé en traitement automatique des langues. Bob Kuke développe ce genre d'application. Mais l'une des applications principales du ZX Calcul, comme des autres langages graphiques, c'est dans le cadre de la pile quantique. Alors, qu'est-ce que j'appelle la pile quantique? L'idée, c'est d'arriver à faire le lien entre, d'un côté, les algorithmes théoriques qu'on peut avoir, qu'on peut trouver dans les articles de Grover ou de Shor, par exemple, ou d'autres, tous les algorithmes quantiques. D'un côté, les résultats théoriques, et puis d'un autre côté, les ordinateurs quantiques, les prototypes d'ordinateurs quantiques qu'on voit apparaître. Et on se rend compte qu'il y a différentes technologies, différentes organisations du calcul, donc il n'y a pas une seule proposition, il y en a plein de différentes. Et donc la pile quantique, c'est d'essayer de faire le lien entre ces deux choses. Donc je vais vous présenter une version très simplifiée de la pile quantique. Donc qu'est-ce qu'il nous faut dans une pile quantique? C'est tout d'abord un langage de programmation qui va nous permettre de décrire les algorithmes qui sont décrits dans les articles de recherche, de les décrire vraiment dans du code, de les coder. Ça va nous permettre éventuellement de développer des nouveaux algorithmes quantiques, de construire des bibliothèques d'algorithmes quantiques, bref, tout l'environnement pour pouvoir utiliser un ordinateur quantique. Alors, on a vu que les langages de programmation quantique comme Kuiper, Qiskit, etc., sont en fait des langages de description de circuits. Donc, ça veut dire que pas loin derrière ces langages de programmation de haut niveau, on va voir apparaître des représentations graphiques, donc ce que j'appelle des langages intermédiaires, circuits quantiques ou ZX. Donc, ça veut dire, je vous rappelle, quand on exécute un programme de Kuiper, ce qu'on récupère, en fait, c'est un circuit qui ensuite va être implémenté sur les différentes plateformes. Donc, on en arrive donc à ces langages intermédiaires. Et alors là, les objectifs sont divers. En gros, c'est un endroit où on va être amené à faire des optimisations de code, puisque le code qui a été généré par les programmes, il n'est peut-être pas optimal. On peut essayer de le simplifier. Et surtout, ça va être le lieu où on va adapter le code aux différentes architectures disponibles. Donc, on va s'adapter aux contraintes des différentes propositions. Donc, ça peut être des contraintes en termes de primitives. On ne va pas forcément utiliser le même jeu d'opérations, les mêmes primitives. Ce ne sera peut-être pas Hadamard, CNOT et puis une rotation. Ce sera peut-être autre chose. Ça peut être assez différent d'ailleurs. On va s'adapter également aux contraintes d'architecture. On ne va pas forcément pouvoir faire des opérations entre n'importe quelle paire de qubits. Il va peut-être falloir déplacer les qubits, donc rajouter des opérations d'échange de qubits dans notre code pour tenir compte de ces contraintes d'architecture, etc. Peut-être que la machine qu'on va utiliser est hybride, classique, quantique. Peut-être qu'en fait, on va faire de la simulation. Donc, voilà, il faut s'adapter aux différentes technologies vers lesquelles on va. Et puis, un autre aspect très important, c'est la tolérance aux fautes. Si on a des machines qui sont suffisamment développées, avec une mémoire suffisamment grande et un temps de calcul suffisamment grand, on va pouvoir implémenter des codes correcteurs quantiques pour être robuste aux erreurs, qui vont être nombreuses, hein, surtout au début. Et donc, il faut absolument rendre le code tolérant aux fautes. Et donc, ça, c'est quelque chose aussi qu'on va faire à ce niveau-là. On va partir de la description logique du programme, où on suppose qu'il n'y a pas d'erreur, et il faut transformer ça en une suite d'instructions qui va tenir compte du fait qu'il va y avoir des erreurs et qu'il va falloir corriger ces erreurs.
Voilà, donc voilà en gros le cahier des charges de ces langages intermédiaires dans le cadre de la pile quantique. Et donc, ça fait pas mal de choses à regarder, pas mal de problèmes à résoudre. Alors aujourd'hui, je vais évoquer simplement les problèmes d'optimisation. Comment est-ce qu'on peut résoudre des problèmes d'optimisation de code, par exemple en utilisant du ZX. Donc l'optimisation de code, donc le problème est le suivant. Je pars d'un circuit, donc on va supposer que notre programme est décrit par un circuit quantique. Et ce circuit quantique, j'ai envie de le simplifier. J'ai envie d'enlever éventuellement les opérations qui sont superflues. J'ai envie de minimiser certaines opérations qui peuvent être coûteuses à implémenter, comme les rotations d'angle pi sur 4, les portes T. Voilà, je peux avoir différents objectifs. En tout cas, je veux simplifier ce diagramme, ce circuit. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? Une proposition, c'est d'utiliser le ZX calcul, donc de transformer ce circuit en un diagramme du ZX. Alors, comment est-ce que je peux faire ça? En fait, ça s'avère assez facile. Si je prends un circuit quantique, je vais avoir des primitives, des portes de base. Et en fait, ces portes de base, je vais pouvoir assez facilement les traduire en un petit diagramme ZX. Donc, par exemple, pour les portes qu'on appelle poly, qui sont des portes relativement simples d'informatique quantique, je peux les traduire par des points rouges ou des points verts avec l'angle pi dessus. La porte T, que vous avez peut-être noté rotation d'angle pi sur 4, celle-ci, ça va être justement une rotation d'angle pi sur 4, donc ça va être un point vert avec pi sur 4 dedans. Une rotation d'angle alpha, plus généralement, ça va être un point vert avec alpha. Et puis Hadamard, c'est le petit carré jaune. Donc assez naturellement, toutes les portes sur 1 qubit de mon circuit, je vais pouvoir les traduire directement en ZX, pas de problème. Après, il reste le C-note, qui est un petit peu plus problématique, puisque dans les primitives, dans les générateurs du ZX, il n'y a pas vraiment de primitives qui correspondent au C-note. Et en fait, le C-note, on ne va pas l'implémenter comme quelque chose d'élémentaire, on va le décomposer en 2 opérations, en fait. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on va en fait couper, si vous voulez, le fil qui est ici, et on va dire finalement un C-note, je peux l'implémenter en faisant d'abord une copie, où là je vais avoir donc mon qubit de contrôle qui est copié, un va vers la sortie et l'autre va vers une deuxième opération qui va être essentiellement un XOR, que je vais faire avec la deuxième entrée, mon qubit de contrôle, et je vais récupérer le résultat. Donc j'ai décomposé quelque chose qui était indécomposable dans les circuits, je l'ai décomposé en 2 opérations, une copie et une autre opération, un point rouge. Et donc, comme on l'a dit précédemment, en fait, je peux mettre ces 2 opérations au même niveau, utiliser un fil vertical, et à ce moment-là, on voit que le passage de circuit à ZX se fait de façon assez naturelle, puisque même le C-note, ce que j'obtiens pour représenter le C-note ressemble beaucoup à ce que j'avais au départ. Il suffit de mettre des lunettes de bonne couleur, rouge et verte, et je passe du circuit au ZX. Okay, donc ça, je peux le faire, c'est ma première étape. Je transforme mon circuit de départ en un circuit équivalent, mais décrit dans le cadre du ZX. Donc ici, j'avais un circuit où certaines portes n'étaient pas forcément définies, donc voilà, j'ai mis des portes correspondantes. Ok, donc maintenant, on est dans le monde du ZX, on a notre circuit. Ce qui est intéressant à partir de là, c'est que, avec les règles du langage, c'est assez facile de simplifier ce diagramme. En fait, on a des règles qui permettent, pour tout sommet qui est étiqueté par un angle qui est un multiple de pi sur 2, bien, tous ces sommets-là, je vais pouvoir les supprimer. En faisant des transformations locales du graphe, je vais pouvoir transformer un petit peu les arêtes localement et supprimer le sommet. Donc tous les sommets, sauf ceux qui touchent les entrées et les sorties, parce que ceux-là, ils sont un peu bloqués par les entrées et les sorties, mais tous les sommets internes qui ne sont pas décorés par un multiple de pi sur 4, ou voilà, qui ne sont pas décorés par pi sur 4, on va dire, je vais pouvoir les supprimer. Et donc, j'obtiens comme ça une version simplifiée de mon diagramme, beaucoup plus compacte. Et ça se fait assez bien, automatiquement, en ZX. Donc, je garde vraiment que les parties importantes de mon diagramme. Alors, à noter que ça a pas mal changé la structure de mon calcul, de faire cette simplification-là. Notamment, j'ai rajouté des arêtes un petit peu, de façon un petit peu erratique, ici, dans différentes directions. Mais j'ai un diagramme plus simple. Le problème, c'est que maintenant, à partir de ce diagramme plus simple, j'aimerais en extraire un circuit pour répondre à mon problème qui était de l'optimisation de circuit, donc un circuit plus simple que le circuit de départ.
Et c'est là qui est la difficulté, c'est que cette simplification m'a fait perdre complètement la structure de circuit de mon diagramme. Et que maintenant, je ne reconnais plus du tout les opérations quantiques qui m'ont servi pour obtenir mon circuit. Je ne vois pas où sont les C-notes. Ici, je sais pas, il y a 2 arêtes. Si c'était des C-notes, ça veut dire qu'ils se croiseraient. Enfin, il y a un problème. Okay, je n'arrive pas à extraire directement un circuit de ce diagramme. Alors, c'est là qu'on a introduit en fait une solution à ça, une stratégie d'extraction de circuits, donc qui est un problème assez important pour l'optimisation de code, l'optimisation de circuits. Et on a montré qu'en fait, pour obtenir une stratégie d'extraction, donc passer d'un diagramme à un circuit correspondant, eh bien, on pouvait utiliser une notion qui s'appelle le Gflow, qui avait été que j'avais initialement introduite pour parler de calcul par mesure, de MBQC. Et en fait, cette notion-là, qui a eu différentes applications, bien, elle s'applique ici et elle est utilisée comme une stratégie d'extraction de circuits. Donc l'idée, c'est que si mon graphe ici, mon diagramme, a une certaine notion de flow des entrées vers les sorties, eh bien, je vais pouvoir utiliser ce flow pour extraire un circuit. Alors, reste à garantir que ce diagramme a un flow. Alors ça se fait petit à petit, parce qu'en fait, par construction, comme je viens d'un circuit, mon diagramme initial a un Gflow, ça c'est par construction. Et puis ensuite, on peut montrer que les étapes de simplification, si on les fait dans le bon ordre, eh bien, on arrive à préserver l'existence d'un flow, d'un Gflow. Et donc, on arrive à ce diagramme plus compact en ayant la garantie qu'il y a un Gflow et que donc, on va pouvoir extraire un circuit. Alors, cette étape d'optimisation de circuit, elle se fait en temps polynomial sur un ordinateur classique. Ça se fait efficacement. Voilà. Et donc, le circuit qu'on obtient à la fin représente bien la même évolution quantique que le circuit de départ. Et si on a de la chance, il est plus petit. Bien sûr, si on est parti d'un circuit optimal, on n'arrivera pas à obtenir un circuit plus petit. Okay, donc, comment est-ce qu'on vérifie que cette procédure, elle marche? En fait, il faut le vérifier expérimentalement. Et donc, c'est ce qu'ont fait 2 de mes co-auteurs sur ce papier. Ils ont implémenté cette approche-là dans un outil, une bibliothèque Python qui s'appelle PyZX, qui est disponible librement. Vous pouvez aller voir sur Internet et puis jouer avec ce formalisme. Donc, ils ont validé expérimentalement sur des benchmarks, donc sur des jeux de données standards pour l'optimisation de circuits. Ils ont montré que c'était la meilleure stratégie d'optimisation de circuits. Donc, au moment de la publication du papier, c'était la meilleure stratégie. Après, c'est un sujet qui est très chaud, donc ça évolue rapidement. Il y a eu des améliorations sur d'autres techniques. Les techniques à base de ZX ont été améliorées également, et donc comme ça, il y a différentes améliorations, mais voilà, c'est une technique qui fonctionne bien en pratique. Alors, je vais parler rapidement maintenant de quelques extensions dont je n'ai pas eu le temps de parler dans cette présentation. En fait, jusqu'à présent, j'ai parlé simplement d'évolution quantique pure, sans mesure. Il ne s'agit pas d'évolution hybride avec des parties classiques, des parties quantiques. Mais en fait, on peut assez facilement étendre n'importe quel langage graphique pour la mécanique quantique pure, donc que ce soit le ZX ou les circuits quantiques. On peut, de façon plus ou moins automatique, l'étendre à un langage qui permet de parler de mesure et de calcul hybride. Il suffit de rajouter ce type d'opération, la terre, qui consiste à jeter un qubit. Et puis, on rajoute quelques équations à notre langage et on obtient de façon plus ou moins mécanique que si le langage de départ était complet pour la mécanique quantique pure, eh bien, on obtient un langage qui est complet dans le cas hybride mixte de la mécanique quantique et donc quelque chose de beaucoup plus expressif tout en gardant les bonnes propriétés de notre langage. Donc ça, déjà, ça permet d'être plus expressif. Un autre aspect, une autre limite des langages graphiques, c'est le passage à l'échelle. En effet, quand je veux décrire un circuit qui agit sur plus que quelques qubits, eh bien, on est très rapidement tenté d'utiliser des 3 petits points pour dire voilà, j'ai un nombre quelconque de qubits, par exemple. C'est un peu l'idée aussi d'utiliser des langages de programmation comme Clipper ou Qiskit, c'est de dire si je veux décrire des gros circuits, je vais avoir un langage de description dans un langage classique pour décrire mes circuits. Mais en fait, il y a aussi des solutions graphiques pour faire ça. On peut utiliser des gros fils qui représentent en fait des registres de qubits de taille arbitraire. Et puis, ces registres de qubits, on va pouvoir, par exemple, décomposer en disant je récupère le premier qubit sur lequel je vais faire des opérations et le reste du registre.
l'opération inverse, consistant à prendre un qubit, un registre, et à le rajouter au qubit. Et ça nous donne des outils pour en fait manipuler non pas des qubits seuls, mais des registres de qubits de façon formelle, sans avoir besoin d'utiliser les 3 petits points. Et par exemple, ici, je vous mets la description d'un algorithme quantique. Il s'agit de l'algorithme de Bernstein-Vazirani, que vous avez vu en cours normalement. Et voilà, donc c'est une description sans 3 petits points. Ici, on a un gros fil qui veut dire qu'en fait, on va avoir un registre de taille n, où n, c'est donc la taille de l'entrée du problème. Et en fait, ça va décrire l'algorithme de Bernstein-Vazirani pour résoudre ce problème. C'est également utile pour parler de code correcteur d'erreur, ce genre de formalisme. Et puis pour aller encore plus loin, si des registres de taille finie ne vous suffisent pas, vous pouvez même représenter des streams de qubits, donc des suites infinies de qubits, en utilisant un formalisme à base de mémoire. Donc ça ressemble au circuit synchrone classique, mais ici c'est dans le cas quantique. Donc comment ça marche? L'idée c'est que vous avez une horloge et qu'à chaque tic d'horloge, vous avez un nouveau qubit qui rentre dans le circuit. Donc là, vous avez un gros fil. À chaque tic d'horloge, il y a un qubit qui rentre dans le circuit. Il y en a une infinité comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? Ici, on va appliquer un C-note entre ce premier qubit qui rentre dedans et puis ici, un qubit initial que je mets à 0. Puis le qubit ici va venir se stocker dans une mémoire. Celui-ci va sortir. Et puis, au tic suivant, le qubit qui était dans la mémoire va être le qubit de contrôle et qui va contrôler le deuxième qubit, etc. Ce petit circuit est équivalent en fait à cette cascade de ces notes. Et là, on peut représenter même donc, des algorithmes, des évolutions qui travaillent sur des streams de qubits. Voilà pour quelques exemples d'extension du langage. Voilà, donc j'ai terminé ma présentation. Peut-être quelques références si vous voulez en savoir plus sur les langages graphiques en informatique quantique. Tout d'abord, un bouquin de Bob Kuke et Alex Kissinger. Il est là. Si ça vous intéresse, c'est un bouquin assez intéressant sur ces approches-là. Malheureusement, il a été publié juste avant les résultats de complétude. Donc, il y a quelques aspects qui ne sont pas dedans. Si vous voulez un survey plus récent, il y a ce papier sur le ZX Calcul de John von de Wittering qui date de la fin de l'année dernière, décembre 2020, donc qui est assez au point sur les dernières évolutions. Je cite également un papier de Peter Selinger qui parle en fait de langage graphique dans un cadre un peu plus général, pas forcément quantique, mais voilà, comment est-ce qu'on peut représenter des choses en utilisant des langages graphiques et comment est-ce que des propriétés de ce qu'on est en train de représenter se traduisent graphiquiquement. Et puis enfin, si vous cherchez une référence française, comme c'est un exposé en français, il n'y a pas grand-chose. Donc, je n'ai pas grand-chose à vous conseiller. Si vous voulez un petit peu d'informations, vous pouvez jeter un œil à ma thèse d'HDR que j'ai rédigée en français, sur laquelle il y a quelques références sur les langages graphiques. Et puis, voilà, simplement un petit peu de pub aussi pour donc PyZX, si vous voulez manipuler des diagrammes du ZX et faire de l'optimisation de code ou d'autres choses avec les diagrammes du ZX. C'est assez facile à utiliser. Il y a un autre logiciel qui s'appelle Quantomatic qui vous permet également de dessiner des diagrammes, que ce soit en ZX ou dans d'autres formalismes, et puis qui va vous aider à les simplifier en utilisant des règles de réécriture. Voilà, j'ai terminé avec cette présentation. Merci beaucoup.